le loup et le chien. Un loup n'avoit que les os et la peau, tant les chiens faisoient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'étoit fourvoyer par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il falloit livrer bataille, et le matin étoit de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment, sur son noble point qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous feriez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, êtres et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré. Point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudrait-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force, relief, de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce que c'est que là lui dit-il. Rien, quoi, rien, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que tous vos repas, j'en en veux en aucune sorte. Et ne vous droit pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Je vais maintenant analyser cette fable écrite par Jean de La Fontaine dans le XVIIe siècle. Or, avant de commencer, il nous faut un peu de contexte par rapport à ce siècle. Le XVIIe siècle peut être principalement caractérisé par le règne de Louis XIV et par la querelle des anciens et des modernes. Il faut savoir que La Fontaine a participé à cette querelle. Jean de La Fontaine était du côté des anciens, ce qui voulait dire qu'il soutenait l'idée que la création des nouvelles œuvres artistiques et littéraires devait être inspirée d'auteurs provenant de l'Antiquité grecque et romaine, comme Ésope pour cette fable. Tandis que les modernes, dirigés principalement par Charles Perrault, pensaient que les auteurs de l'Antiquité pouvaient être dépassés par l'innovation de nouveaux récits. La Fontaine utilise ces fables comme un moyen de critiquer la société de son époque en utilisant des animaux pour dissimuler la vraie identité de certaines personnes. Le loup et le chien met en scène un loup, libre mais affamé, qui rencontre un gros chien au service d'un maître. Le loup essaye de changer sa situation en demandant conseil au chien. Cette fable met en avant une opposition entre la liberté et la servitude. Les animaux eux-mêmes sont une opposition, mais nous en discuterons plus tard. Lors de cette analyse, nous allons voir que ce que dénonce en fait cette fable. Nous pouvons déjà diviser cette fable en plusieurs parties. Du vers 1 à 12, la rencontre des deux animaux. Du vers 13 à 31, l'argumentation du chien. Du vers 32 à 34, la révélation du secret. Et finalement, du vers 35 à la fin, la fuite du loup. Les deux animaux principaux de cette fable sont le loup, décrit ici comme squelettique, affamé, agressif, comme on peut le voir au début de la fable, au vers 5 et 6, où il est prêt à attaquer le chien, mais n'avait pas assez de force pour le faire. Puis, le chien, qui est puissant, beau, gras et poli. Ce qui fait penser à une personne qui détient une bonne somme d'argent. La Fontaine ne donne pas directement de morale, mais s'il devait avoir une morale très explicite, cela serait mieux vaut vivre affamé qu'attaché. Cette fable parle notamment de la servitude et de la liberté. Le loup est complètement libre et dépend de nul maître. Dans les fables, le loup est souvent vu comme féroce et impitoyable, mais aussi stupide quand il essaie de sortir de sa situation ou de changer sa nature. Or, dans ce récit, bien qu'il soit affamé et tenté par l'idée du chien, il veut se mettre au même niveau que le chien, mais il renonce complètement lorsqu'il apprend que le prix pour le confort est sa liberté. Les conditions de vie du chien sont horribles malgré les récompenses reçues par ce dernier.
ce qui explique la surprise du loup quand il découvre la situation du chien. La décision du loup de rester dans sa situation lui a sauvé. La Fontaine ne donne nulle morale, mais laisse sous-entendre au lecteur qu'il a une préférence pour le loup. La liberté est le trésor du loup. Si nous considérons que le loup est un aristocrate, nous pouvons maintenant nous attarder sur la situation du chien. En opposition, le fait que le chien, bien qu'il soit gras et poli, est trop dépendant de son maître pour acquérir de la nourriture, de même que de l'affection, il est orgueilleux et se met sur un piédestal par rapport au loup, même si tout lui est offert par son maître. Si nous considérons le chien comme un bourgeois travaillant pour la cour, et qui obéit à tout ordre du roi seulement pour obtenir des faveurs et des récompenses matérielles, le chien échange sa liberté pour une sorte de confort matériel. De plus, le chien est vaniteux et il essaye de persuader le loup dans le même mode de vie de servitude que lui sans actuellement lui annoncer. Le chien privilégie donc les récompenses du travail sans parler des conséquences de celles-ci. Ensuite, nous pouvons voir dans le texte que le travail du chien est réduit en 3 verbes: chasser, flatter et complaire. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des récompenses. Il y a une attention particulière à porter au travail de la flatterie. Le chien précise bien l'importance de cette partie. De ce fait, La Fontaine dévalorise le travail du chien. Mais le travail du chien est-il ce qu'il veut vraiment? Ce que le chien veut vraiment, c'est d'être nourri et protégé. Mais cela vient à un prix, sa liberté. C'est pour cela que le chien dissimule le fait qu'il est attaché par son maître au loup. Le chien pourrait bien détester la servitude dans laquelle il se trouve, mais a besoin de l'assurance de son maître pour continuer à vivre une vie aisée. Le chien est néanmoins un hypocrite, qui dissimule ses vrais sentiments pour pouvoir vivre une vie de luxure. La flatterie qu'il fait n'est pas forcément ce qu'il croit, ni la vérité. Il fait tout cela pour plaire à son maître, comme on peut le voir dans le récit. Flatter ceux du logis, à son maître complaire. Le chien veut la richesse de son maître, mais ne veut pas le désobéir. Mais qu'implique la servitude du chien? À un moment ou à un autre, les chiens vont se plaindre de leurs conditions de vie, qu'ils trouvent peu justes. Si le maître ne fait pas attention, ceci va provoquer une révolte. Le texte sous-entend une nécessité pour un combat, une bataille ou encore une révolte, avec un champ lexical pour ce dernier. On peut le voir avec les mots attaquer, défendre et épée. De ce fait, les bourgeois seront influencés par les aristocrates libres de leurs décisions pour changer leur situation, ce qui va provoquer une grande perturbation. En conclusion, l'argumentation du chien échoue car il évite de parler des contraintes de la servitude. Le loup reste dans sa situation, mais n'a pas été pris au piège du chien, et le chien est un hypocrite. Donc la Fontaine essaye d'avertir le roi des bourgeois flatteurs de la cour, donc des hypocrites qui en ont après sa richesse. Le maître doit faire attention aux chiens hypocrites qui veulent devenir des loups, sinon il se fera mordre. Donc La Fontaine critique la flatterie qui se fait à la cour entre les serviles et leur maître, comme démontré par les animaux. Le loup qui flatte le chien et le chien qui flatte son maître et ceux du logis. De même, il critique aussi l'orgueil des chiens, qui vit dans le luxe seulement grâce à leur maître, mais prennent quand même les autres de haut, comme si la richesse les appartenait.